Je te remercie de m'avoir passé la parole. Je vous remercie à vous qui êtes présents pour nous écouter et je remercie tout particulièrement ceux qui ont organisé ce colloque et je les félicite, les étudiants du Master 2 CJTCE d'Orléans. Jérémy, merci d'intervenir avec moi sur cette question dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais toi oui, car tu as travaillé à la Cour de cassation et tu as travaillé plus spécifiquement sur l'élaboration du rapport d'étape à propos du filtrage et ton regard du coup sera particulièrement éclairant. Alors d'abord une question, qu'est-ce que c'est le filtrage ? Alors effectivement, donc merci Garance, merci également à tous les intervenants et aux préparants. Alors le filtrage, effectivement, de quoi parle-t-on ? En réalité, on peut donner une définition du filtrage classiquement. C'est quoi ? C'est l'ensemble des techniques qui sont utilisées pour limiter un accès. Et ici, bien sûr, l'accès à la Cour de cassation. Donc s'interroger sur les modalités du filtrage, c'est en fait s'interroger sur les moyens dont on dispose et que l'on peut créer pour limiter l'accès à la Cour de cassation. Mais en vérité, sous cette question de quoi parle-t-on, il y a plusieurs questions différentes. C'est pourquoi filtrer ? C'est peut-être la question première. Pourquoi faut-il filtrer ? Comment filtrer ? À quel prix ? Car on va voir que filtrer les arrêts devant la Cour de cassation, c'est nécessairement les limiter et donc mettre de côté certains justiciables. Et si jamais on écarte les projets de filtrage, quelles pourraient être les possibilités ? Donc en vérité, 3 questions. Pourquoi ? Comment ? À quel prix ? Et sinon ? Oui, alors pourquoi ? C'est effectivement le point de départ, puisque quand on regarde le rapport d'étape, il semblerait que le filtrage soit envisagé pour restaurer l'autorité normative de la Cour de cassation, qui serait en perdition face au trop grand nombre de pourvois, 30 000 pourvois par an, d'après les chiffres donnés dans le rapport. Alors effectivement, comme le dit Garance à l'instant, pourquoi le filtrage ? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 30 000 pourvois par an qui sont déposés à la Cour de cassation, donc autant de décisions rendues. Or, ce nombre de pourvois implique des conséquences à la fois quantitatives et qualitatives. Pourquoi ? En comparant le système français au système étranger, on observe qu'en Allemagne, qui est un pays assez comparable, il y a seulement 10 000 décisions qui sont rendues par an, 10 000 aussi en Espagne, 100 décisions seulement qui sont rendues par la Supreme Court du Royaume-Uni. Donc on voit une quantité de pourvois qui, en réalité, induit un manque d'intelligibilité des décisions. C'est-à-dire que les décisions importantes, les décisions normatives, sont-elles noyées, étouffées dans ce flot de décisions, ce qui produit donc ce manque d'intelligibilité, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire le départ entre les décisions importantes et celles qui ne le sont pas. Oui, à cela on peut même ajouter d'ailleurs que ce flot de décisions risque peut-être de produire un plus grand nombre de contradictions entre des décisions de la Cour de cassation. On sait qu'il y a beaucoup de commentateurs qui se précipitent sur un arrêt inédit pour y voir l'amorce d'un revirement par rapport à un arrêt publié. Donc effectivement, ça peut peut-être nuire à l'intelligibilité du droit. Je nuancerai tout de suite quand même ce que tu as dit. Tu as effectué une comparaison avec l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Il faut quand même avoir en tête que ce sont des traditions juridiques complètement différentes des nôtres et on ne peut pas nécessairement s'appuyer sur leur façon de traiter le recours en cassation pour en déduire des solutions pour le nôtre. Alors, je pense que ça a nuancé aussi. Le système allemand n'est pas si différent que le système français. Dans son esprit global, hein, pas pour la Cour de cassation. Mais à ce moment-là, si on met de côté ces histoires quantitatives, je pense que qualitativement, il faut aussi voir que, et Monsieur le Président Chauvin en a parlé, ce qui modifie totalement la donne, c'est la possibilité de recours direct des justiciables français devant la CEDH depuis 1980, qui a totalement modifié le positionnement de la Cour de cassation. Jadis, c'était vraiment notre Cour suprême, la Cour suprême de l'ordre judiciaire. Or, depuis cette date, la Cour de cassation n'est plus la Cour suprême en matière judiciaire. Il y a au-dessus d'elle, dans l'ordre international, la CEDH. Et nécessairement, on a une mutation ici de son rôle. Oui, tout à fait. On a une mutation du rôle du juge de cassation qui, de plus en plus, est amené, peut-être par le biais du contrôle de proportionnalité, à se saisir des faits. On a aussi de nouvelles exigences qui sont posées par la CEDH. Monsieur le Président Chauvin en parlait tout à l'heure. Les exigences de motivation renforcées vont peut-être nécessiter plus de temps d'élaboration des arrêts.
C'est vrai, nécessairement, on voit que ces changements quantitatifs, mais surtout qualitatifs impliquent un changement de méthode de filtrage, ce qui pose la question de comment filtrer. Et en réalité, il existe déjà certaines formes de filtrage actuellement. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que finalement, on a quand même au moins un filtrage, ne serait-ce qu'indirect. Les délais de recours, les cas d'ouverture à cassation, la procédure à représentation obligatoire par des avocats au conseil, on en a ici présent. Même le coût de la procédure en cassation, tout ça forme déjà un filtrage indirect. Finalement, tout le monde n'accède pas, après un litige, à la cassation. Alors effectivement, donc il existe ces moyens de filtrage indirect que vient de citer Garance. Et je pense aussi, excuse-moi, je te coupe, à la procédure de non-admission. Alors voilà, c'est une autre procédure, je ne sais pas si vous la connaissez, mais aujourd'hui, 30% des décisions de la Cour de cassation sont en réalité des décisions de non-admission. La décision de non-admission, c'est une forme de filtrage, mais de filtrage a posteriori. Pourquoi ? Parce que, alors on vous a fait un petit schéma pour bien vous expliquer comment ça fonctionnait. Dans le circuit procédural normal de la Cour de cassation, l'affaire commence bien sûr par le dépôt d'un pourvoi, puis un échange des mémoires ampliatives pour le demandeur, mémoire en défense pour le défendeur, puis l'affaire est distribuée à un rapporteur. L'affaire est instruite dans son ensemble, c'est-à-dire on va étudier à la fois les mémoires en demande, les mémoires en défense, et la non-admission intervient après tout ce travail. Et en vérité, la non-admission va équivaloir à quoi ? Au passage de la décision, au renvoi de la décision devant une formation de non-admission de 3 juges, et simplement en la rédaction d'un arrêt non motivé, ça sera une phrase, le pourvoi ne donne pas lieu à admission. Donc on voit qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un vrai contrôle, il s'agit d'un contrôle a posteriori. La Cour de cassation elle-même parle de mode de résolution simplifié des litiges. Oui, donc c'est pas un filtrage, c'est un mode de résolution simplifié. Exactement, c'est pas un véritable filtrage, ou alors il intervient a posteriori. Et du coup, qu'est-ce qui serait envisagé ? Alors, où interviendrait le filtrage actuellement ? Alors, dans la dernière étape, dans la dernière mouture du rapport d'étape de la Cour de cassation, à ma connaissance, l'idée serait de faire remonter l'étape de filtrage, l'instance d'admission, c'est-à-dire qu'au lieu d'échanger les mémoires entre les parties, le demandeur déposerait son mémoire ampliatif, l'affaire serait distribuée, un rapporteur étudierait ce mémoire ampliatif et uniquement donc le mémoire en demande, puis c'est à cet instant qu'interviendrait donc l'instance d'admission. Et là, de deux choses l'une, si jamais le mémoire ampliatif, le mémoire en demande semble présenter un intérêt, alors on verra quels intérêts peuvent être choisis, mais s'il présente un intérêt, il repart en procédure normale, le défendeur dépose son mémoire en défense, puis l'affaire est instruite dans son ensemble et donne lieu à la rédaction d'un arrêt, ou alors on estime que cet arrêt ne remplit pas, ce mémoire ampliatif ne remplit pas les critères intéressants pour le traiter, auquel cas il est non admis. Donc vous voyez, c'est un gain de temps procédural, et donc un gain de temps pour les magistrats eux-mêmes. Oui, donc ce filtrage serait effectué sans regarder le mémoire en défense, donc sans attendre qu'il soit produit par les parties, etc. Et alors, quels critères pourraient être envisagés pour effectuer ce filtrage ? Je suppose que vous avez dû penser, comme en première ou en deuxième instance, à un critère matériel qui serait tout simplement le montant de l'affaire. Mais est-ce qu'il est vraiment pertinent pour la Cour de cassation ? Alors, certaines cours étrangères l'appliquent. En Suisse ou en Espagne, même si ce critère se combine en Espagne, il y a des valeurs litigieuses minimales, c'est-à-dire qu'en deçà d'un certain montant du litige, l'affaire ne peut pas faire l'objet d'un traitement devant la Cour de cassation, ce qui est assez discutable parce que certaines matières, comme le droit des personnes et de la famille, sont hautement importantes, sans valeur litigieuse en cause pertinente. C'est pour ça qu'on a pensé à d'autres critères utilisables, le moyen sérieux de cassation, ce qui est déjà aujourd'hui le critère en réalité de la non-admission et qui est déjà aussi le critère du Conseil d'État. Et d'autres critères plus déterminés, c'est-à-dire qu'en prenant exemple sur les juridictions étrangères, sur les cours suprêmes étrangères, le groupe de réflexion de la Cour de cassation a imaginé des critères d'admission qui seraient une question de principe, le pourvoi poserait une question de principe, une question qui serait importante pour l'évolution du droit,
de la jurisprudence, ou surtout, comme le disait M. Chauvin tout à l'heure, une question qui serait relative aux droits fondamentaux. Donc vous voyez, il y a différents critères qui sont envisageables pour produire le filtrage, ce qui laisse entière la question de savoir qui procède à ce filtrage. Oui, alors justement, dans les schémas que tu nous as montrés tout à l'heure, j'avais l'impression que l'idée était plutôt celle que ce soit la Cour de cassation elle-même qui se procède à ce filtrage en modifiant ce qui est déjà finalement sa procédure de non-admission, si je te suis bien. Mais j'ai vu passer la proposition que certaines propositions ont été faites, que ce soit les cours d'appel elles-mêmes qui procèdent à ce filtrage en autorisant ou en refusant au plaideur le droit de se pourvoir en cassation. Oui, tout à fait. C'est le système qu'on rencontre par exemple en Allemagne, où en Allemagne, ce sont les cours d'appel elles-mêmes qui autorisent les justiciables à se pourvoir en cassation, même s'il y a un système de sécurité, puisque en cas de refus de se pourvoir en cassation, il peut y avoir une demande qui est formée devant justement la Cour suprême allemande. Alors ça d'ailleurs, sur ce point, on n'a pas le temps de le développer ici, mais la question justement du filtrage et de la réforme de la Cour de cassation est en fait en lien très étroit avec l'évolution promise aux cours d'appel. Et je trouve que ce serait très étonnant de leur confier ce système d'autorisation au pourvoi, puisqu'il faudrait qu'elles autorisent à se pourvoir contre des décisions qu'elles ont elles-mêmes rendues. Ça commence à... On sent tout de suite le risque. Ouais. Bon, pour l'instant, en tout cas, semble-t-il, c'est pas la voie privilégiée. Le filtrage serait plutôt réservé aux juges de cassation. Tout à fait. Et on en vient, tu le sens, à la question des risques. À quel prix, pour notre système juridique, s'orienter vers le filtrage ? Qu'est-ce qu'on risque ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros risque d'arbitraire derrière les deux critères substantiels que tu nous as proposés, soit le critère du moyen sérieux, soit les 5 critères un peu plus précis, mais quand même encore très flous, une question de principe, l'évolution du droit. On sent bien que c'est finalement les conseillers à la Cour de cassation eux-mêmes qui vont déterminer quelle affaire les intéresse, quelle affaire ne les intéresse pas. Est-ce qu'on n'expose pas nos justiciables à un risque d'arbitraire gênant pour une société démocratique ? Alors c'est vrai que l'un des problèmes principaux du filtrage, c'est sur quels critères opérer ce filtrage. Et comme le disait Garance à l'instant, le moyen sérieux de cassation, ça peut paraître flou, mais pour autant c'est déjà celui qui est utilisé pour la non-admission, même si l'affaire est instruite dans son ensemble, et c'est surtout celui qui est utilisé devant le Conseil d'État, qui lui pratique déjà une admission au stade du mémoire ampliatif. Donc a priori le Conseil d'État n'est pas une juridiction arbitraire à ma connaissance, donc ça devrait pouvoir passer, me semble-t-il. Et même la CEDH l'a dit, je crois. Et la CEDH, le Conseil constitutionnel a effectivement validé le système, donc a priori il pourrait y avoir ici validation de ce critère. Et alors, moi, il y a une autre question que je me pose, c'est que devient le contrôle disciplinaire, justement, des cours d'appel dans ce système ? Alors, j'ai lu qu'il pouvait être... qui serait peut-être, justement, encore une fois, déféré aux cours d'appel, qui peut-être ne sont pas surchargés de travail, apparemment, puisqu'on prévoit de leur donner beaucoup de choses à faire. Mais donc, peut-être que ce contrôle disciplinaire serait pour partie déféré aux cours d'appel elles-mêmes. Et la Cour de cassation se réserverait ces affaires importantes pour l'évolution du droit. Et donc la question que je me pose ici, c'est quelle place pour la violation de la loi ? Qu'est-ce que je fais si j'ai un arrêt d'appel, ou un arrêt d'ailleurs rendu en premier et dernier ressort, qui viole manifestement la loi ? Ça ne relève pas du contrôle disciplinaire, donc ce ne sera pas les cours d'appel elles-mêmes qui vont contrôler le respect de ceci. Et si cette violation de la loi ne met pas en jeu des questions de principe, ne met pas en jeu l'évolution du droit, je risque de me heurter au filtrage et de n'avoir pas non plus accès au juge de cassation dans cette situation. Alors c'est vrai que c'est ce que tu soulignes ici, c'est une des difficultés principales du filtrage, c'est-à-dire le risque de l'atteinte au principe de l'égalité. En un seul mot, le principe de l'égalité. Pour autant, il faut savoir qu'il n'existe pas en droit du Conseil de l'Europe, donc conformément à la jurisprudence de la CEDH, un droit au recours à un droit au recours du juge de cassation. Et en ce sens,
on ne risque pas d'être sanctionné par la CEDH à fermer, à filtrer les pourvois à cassation. Pour autant, la question reste entière, effectivement, de cette atteinte au principe de l'égalité. C'est peut-être là que réside le problème principal de la réforme. C'est pour ça qu'on en discutait. Il y a peut-être d'autres moyens de filtrer devant la Cour de cassation. Alors, ce ne serait pas du filtrage, justement, puisque, comme on le disait, ce serait vraiment peut-être trop bouleversant pour notre vision de notre système juridique d'abandonner complètement le contrôle de l'égalité, en fait, des décisions. Et les idées qui ont été développées, d'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment filtrer ? On l'a dit, il y a plus de 30 000 pourvois. En même temps, le délai de traitement d'un pourvoi n'est pas si long. On ne fait même pas lire certaines cours suprêmes européennes avec nos délais. On a 1 an de traitement d'un pourvoi en cassation, ce qui n'est pas si long. Donc manifestement, la Cour de cassation arrive à gérer le flux. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un problème peut-être de visibilité des décisions les plus normatives, qui ont une portée normative. Et là-dessus, est-ce qu'il ne suffirait pas de rendre plus visibles les décisions à portée normative ? Alors, la solution qu'à ma faveur, ce serait finalement d'arrêter de rendre complètement accessibles les arrêts soi-disant inédits qui ne le sont plus du tout, puisqu'ils sont accessibles totalement sur Légifrance, au même titre que les arrêts publiés ou qui font l'objet d'un rapport, etc. Alors, sous la réserve, vous le savez certainement, mais l'orientation aujourd'hui du gouvernement, c'est une politique d'open data, d'accès à toutes les données, et c'est plutôt le sens inverse qui est actuellement pris, c'est-à-dire qu'on veut de rendre disponibles aux justiciables toutes les décisions rendues par toutes les juridictions, donc ne pas publier, ça serait contraire à ce mouvement. On ne serait pas du tout dans l'air du temps. Non, exactement. Et dans ce cas, alors sans interdire l'accès aux décisions non normatives, on pourrait peut-être penser à des parcours différenciés de traitement des pourvois qui permettraient un traitement favorisé pour les décisions à portée normative. Alors effectivement, on vous a fait un petit schéma récapitulatif. C'est une proposition notamment de Cécile Chesnais, c'est-à-dire, et qui était, quand j'étais à la Cour de cassation, en débat dans la commission de réflexion, c'est-à-dire créer, au lieu d'un véritable filtrage au stade de l'admission du pourvoi, créer des parcours différenciés pour chacun des pourvois, c'est-à-dire des parcours qui seraient adaptés à la question posée. Et il y aurait une phase d'orientation du pourvoi entre des parcours ordinaires et des parcours spéciaux. On aurait des parcours ordinaires approfondis pour les décisions qui seraient vraiment à haute portée normative. Les décisions les plus importantes feraient l'objet d'un véritable traitement au fond. Pourquoi pas avec une intervention aussi du ministère public pour faire des études. Et un parcours plus allégé, comme le disait tout à l'heure Garance, pour les affaires disciplinaires, ce qui permettrait en réalité de concilier les avantages et les inconvénients du filtrage, c'est-à-dire que les arrêts seraient tous étudiés, mais avec des parcours plus ou moins rapides suivant leur portée. Et à côté de ça, on aurait aussi des parcours spéciaux. Oui, un parcours simplifié, destiné aux questions non sérieuses ou tranchant une question de jurisprudence constante, qui pourrait même peut-être être réglée, selon certaines propositions, simplement par voie d'ordonnance et non pas par un arrêt. Et un parcours accéléré, qui serait cette fois une sorte de référé de cassation, en fait, justement pour les affaires déjà traitées en référé en première instance. Notamment, oui, tout à fait. Et l'intérêt de ce parcours accéléré, de ce référé, ça serait aussi de s'aligner sur ce qui existe au Conseil d'État, avec leurs procédures en référé qui sont extrêmement rapides, ce qui n'existe pas, hélas, devant la Cour de cassation. Oui, donc de tout ça, ce qui me semble important, c'est que la nécessité du filtrage pour restaurer la fonction normative de la Cour de cassation ne me semble pas si évidente qu'il y paraît. Et au contraire, on peut penser d'ailleurs que d'abord la fonction normative de la Cour de cassation est partie liée justement avec sa fonction juridictionnelle, sa fonction disciplinaire. C'est parce qu'elle contrôle la bonne motivation des décisions par les juges du fond qu'elle le vérifie au regard de l'interprétation qu'elle donne du droit. Et donc, elle nous livre à cette occasion son interprétation du droit. Et finalement, assurer cette fonction normative et sa mission unificatrice me semble pouvoir passer par étudier le plus grand nombre de pourvois possible.
Tout à fait. Et il faut aussi se souvenir par rapport à cette mission normative que, a priori, ce n'était pas la mission originelle de la Cour de cassation. La mission originelle de la Cour de cassation, lors de sa création en tant que tribunal de cassation en 1790, c'était d'unifier la jurisprudence entre les différentes ex-coutumes et non forcément de créer du droit. D'ailleurs, il y avait une véritable réticence du législateur pour créer du droit. Donc cette fonction normative elle-même est en débat. Oui, donc on peut presque considérer que notre Cour de cassation, de sentinelle de la loi qu'elle était censée être, est en train de muter pour devenir un véritable général du droit, en quelque sorte, et qui assure à son tour une mission pleinement normative. Et peut-être faudra-t-il s'adapter à ces changements. Exactement, et ça sera effectivement le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.